Bonjour à vous mes hockey fans, bonjour et bienvenue à un autre preview 2021-2022 des Blues de Saint-Louis cette fois-ci pour la saison qui s'en vient, 2021-2022. Les Blues de Saint-Louis, ça a été une organisation honnêtement qui avait que trop bien fait en 2019-2020. Après avoir remporté une Coupe Stanley, c'était la deuxième meilleure organisation de la Ligue nationale au moment de l'arrêt à cause de la COVID-19. Après 71 matchs, il était deuxième dans la Ligue. Ça allait très bien. L'année passée, ça a été plus difficile pour les Blues de Saint-Louis et il y a des points d'interrogation que je trouve assez particuliers dans cette organisation-là parce que je ne comprends pas vraiment pourquoi ça ne fonctionne pas tant. On parle quand même l'année passée d'une très bonne saison pour certains joueurs, entre autres un gars comme David Perron qui a connu le meilleur rendement de sa carrière. 58 points en 56 matchs l'année passée, plus d'un point par match pour David Perron. Une très bonne saison du côté de Ryan O'Reilly aussi, 54 points en 56 matchs l'année passée. On s'est écrasé en séries éliminatoires peut-être en partie à cause des performances de Jordan Bennington. Jordan Bennington en séries éliminatoires, on parle de 4 matchs, 3,59 de moyenne, 899. On a accordé en 4 matchs contre l'Avalanche du Colorado 20 buts. C'est immense. C'est vraiment... L'équipe s'est écrasée en séries éliminatoires. Déjà qu'elle n'a pas été très dominante en saison régulière, elle s'est écrasée en séries éliminatoires. On a eu un gars comme Tarasenko qui a manqué quand même un bon bout de la saison. Il a joué seulement 24 matchs. Robert Thomas qui a manqué un bout de la saison aussi. Ça, c'est assez important. Thomas, il a ralenti un peu au niveau de sa production, mais c'est un jeune, donc on a confiance en lui au niveau de Saint-Louis. Donc, bref, honnêtement, il y a eu des points d'interrogation dans cette équipe-là. Puis là, ben, tu sais, il n'y a rien qui nous a mis énormément en confiance pour la prochaine saison qui s'en vient. On a fait quelques changements, dont un que je trouve quand même assez intéressant au niveau de l'expérience, au niveau d'avoir déjà remporté les championnats et ainsi de suite. Un qui est intéressant au niveau de ses performances aussi. Je pense qu'on a fait quelques changements intéressants du côté de Saint-Louis. Mais force est d'admettre, c'est que Alex Pietrangelo n'est pas remplaçable comme ça. C'est clair que non. Alors, pour la saison prochaine 2021-2022, on revient avec l'entraîneur Craig Berube et le DG Doug Armstrong. Ça n'a pas changé à ce niveau-là. En 2019-2020, après 71 matchs, il y avait 42 victoires, 19 défaites, 10 défaites en prolongation, ce qui nous ramène à 42 victoires pour 29 défaites. Donc, on jouait au-dessus de 500. 94 points, on était deuxième dans la Ligue en 2019-2020 au moment de l'arrêt. Pour l'année passée, en 2021, on parle de 27 victoires, 20 défaites, 9 défaites en prolongation, donc 29 défaites au total. On joue pour moins de 500 cette fois-ci. 63 points, ce qui fait qu'on a terminé 4e dans la division sur 8 et 15e dans la Ligue nationale. Une moyenne de buts marqués de 2,98, ce qui est quand même pas mauvais. C'est pas bon, mais c'est quand même pas mauvais. Et moyenne de buts encaissés de 2,98, ça c'est un peu moins intéressant. La moyenne est en even, donc c'est pas terrible ni d'un bord ni de l'autre, tout simplement. Un avantage numérique à 23,2%, ça c'est intéressant par contre. On a un avantage numérique qui est le 6e meilleur avantage numérique de la Ligue nationale et un désavantage à 77,8% qui lui est le 25e désavantage de toute la Ligue nationale. Fait que les unités spéciales, c'est vraiment nuit et jour. L'avantage numérique est bon, puis le désavantage est vraiment pas bon. Puis au niveau des moyennes de buts marqués, puis c'est moyen. C'est moyen. C'est une équipe qui est moyenne. Parce qu'au final, même si tu dis que tu es bon ici et que tu n'es pas ici, tes unités spéciales sont moyennes. Puis ta moyenne de buts marqués et ta moyenne de buts encaissés est exactement la même. Fait que c'est une équipe qui est très moyenne. Elle n'a pas nécessairement. Elle a une force en avantage numérique. Donc c'est ça. On a terminé 4e sur 8 dans la division, 15e dans la Ligue nationale. On s'est fait éliminer en première ronde en séries éliminatoires contre l'Avalanche du Colorado qui ont été très dynamiques et entre autres très créatifs. Ça a été difficile pour Jordan Bennington en séries éliminatoires, mais de manière générale, l'équipe a eu de la misère pour lui. Fait que c'est pas juste de sa faute à lui non plus. La meilleure en termes de buts l'année passée aurait été Ryan O'Reilly, 24 buts. Très bonne saison pour Ryan O'Reilly au niveau des buts, honnêtement. Mais quand même, 54 points en 56 matchs, pas loin d'avoir un point par match. Fait que ça a été une très bonne saison. Je dirais pas que c'est une surprise, mais c'est quand même une très bonne saison. David Perron aurait été le meilleur pointeur avec 58 points l'année passée. Début trentaine pour David Perron et plus d'un point par match. Si je ne fais pas erreur, il me semble que c'était la première fois de sa carrière qu'il avait une saison avec plus d'un point par match. 58 points en 56 matchs. Très bonne saison pour David Perron, honnêtement. Le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été Torrey Krug à sa première saison avec les Blues de Saint-Louis. Il a bien fait, mais il n'a pas mieux fait que Alex Pietrangelo, malheureusement. Son style de jeu étant peut-être plus hargneux que Pietrangelo, mais Pietrangelo est plus fort physiquement. Puis il est peut-être plus intelligent aussi défensivement. Alors ça, Torrey Krug ne pourra jamais vraiment l'avoir. 51 matchs l'année passée, Torrey Krug, 32 points plus 11. En termes de jeunes qui pourraient peut-être faire partie de la formation, c'est un gros peut-être ce que je vous dis. J'en ai inclus un quand même dans la formation, mais
En tout cas, je pense pas qu'il y en ait un qui est assuré d'être dans l'alignement, tout dépendamment du camp d'entraînement. On a Scott Perunovic. Lui, c'est un défenseur de 23 ans. L'année passée, il n'a pas joué, il était blessé. Mais officiellement, il était dans la LNH quand il n'a pas joué l'année passée puis qu'il était blessé. En 2019-2020, dans le cas de Perunovic, dans la NCAA, donc le circuit universitaire américain, 34 matchs, 6 buts, 34 passes pour 40 points. 40 points en 34 matchs pour un défenseur dans le circuit universitaire, c'est très bon quand même. Donc, c'est un défenseur qui n'est pas tellement grand, pas tellement gros, très mobile, à caractère offensif. Fait c'est un gars qui pourrait peut-être faire partie de l'alignement cette année. J'émets des doutes, je pense pas qu'il va être dans l'alignement régulier, peut-être de temps en temps, mais je suis pas certain à 100%. Peut-être la Ligue américaine, on verra. Ensuite de ça, on a Klim Kostin. Lui, c'est un ailier droit de 22 ans. Lui, il avait déjà joué une saison ou deux, je me rappelle plus tard, là, dans la Ligue américaine. Mais l'année passée, on avait décidé de le laisser aller dans la KHL. Donc, il y a eu une saison dans la KHL l'année passée. 43 matchs, 7 buts, 11 passes, 18 points. C'était le meilleur joueur de 22 ans et moins dans la Ligue KHL l'année passée. C'est un gars qui est un gars à caractère offensif, qu'on aimerait bien qu'il fasse partie de l'alignement dès cette année. Moi, je l'ai mis sur le troisième trio ici parce que ça reste que quand même c'est un gars à caractère offensif. Là. Mais c'est ça. C'est un gars qu'on aimerait bien qu'il se développe de manière intéressante. En 2019-2020, dans la AHL, il y avait 48 matchs, 13 buts, 17 passes, 30 points. C'est quand même pas si mauvais, là, 30 points en 48 matchs, dont entre autres 13 buts. Fait que ça peut être un buteur intéressant pour l'organisation, qui serait un buteur peut-être plus au niveau du bottom 6 que du top 6, mais quand même qui pourrait être intéressant. Il est jeune, 22 ans, fait que c'est un gars qui est à développer pour l'organisation. Au niveau de l'alignement, ben, il y a des éléments, je pense, qui sont quand même assez sûrs. Il y a des éléments, je pense, qui sont peut-être un petit peu moins. Moi, j'ai décidé d'y aller avec David Perron sur ma première ligne, Ryan O'Reilly et le jeune Kyrou. Kyrou, dans son cas, lui, a connu une très bonne première saison LNH l'année passée. 35 points, 55 matchs pour Kyrou, que je mets sur mon premier trio. Puis honnêtement, je pense que c'est un jeune qu'on attend à Saint-Louis et qui amène ce qu'on veut de lui. Il amène les rendements qu'on veut de lui. Par la suite, on a Ryan O'Reilly qui est mon joueur de centre pour le premier trio. Ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de question à se poser. C'est vraiment Ryan O'Reilly qui va être le premier joueur de centre. 54 points, 56 matchs l'année passée. Une très bonne saison, dont entre autres, il faut souligner qu'il y a 24 buts. Donc, c'est assez particulier d'avoir autant de buts pour lui. C'est le meilleur buteur de l'organisation l'année passée. David Perron, pour sa part, lui, 58 points en 56 matchs l'année passée. Une saison record pour lui. Ça a été une saison où il a été utilisé allègrement. Donc, tu sais, il a eu sa chance, puis il en a profité. Puis honnêtement, je suis super content pour notre petit Québécois. Alors, ça me donne une première ligne que je trouve intéressante. On a deux gars d'expérience qui jouent avec un jeune, qui est un jeune à très fort, qui est un jeune avec un fort potentiel offensif. Fait de jouer avec deux gars d'expérience comme ça, puis un gars très responsable défensivement comme O'Reilly, je pense que c'est vraiment l'idéal pour le développement d'un gars comme Kyrou. Puis ça devrait donner un bon mix. Par la suite, on a fait l'acquisition de Sad pendant la saison morte du côté de Saint-Louis. 24 points, 44 matchs, mais dans son cas, à lui, c'est l'expérience qu'il a avec les Hawks de Chicago que je pense qui est super intéressante. C'est un gars qui a déjà beaucoup d'expérience, malgré qu'il n'est pas tellement vieux. Si je ne fais pas erreur, je pense qu'il est fin vingtaine, début trentaine. Donc, il n'est pas tellement vieux, mais il a quand même déjà beaucoup d'expérience de qualité. Il a joué des matchs de séries éliminatoires, ce gars-là. Fait que, il n'arrive pas avec un bagage vide, et je pense que ça peut être intéressant de faire jouer un gars comme Sad qui a beaucoup d'expérience et bien entendu Vladimir Tarasenko s'il reste en santé. Un excellent buteur du côté des Blues de Saint-Louis, mais un joueur qui est malheureusement souvent de séquence et qui n'est pas nécessairement régulier. 14 points en 24 matchs l'année passée pour Tarasenko parce qu'il a été blessé une bonne partie de la saison. Alors de faire jouer un gars qui a d'expérience comme Tarasenko puis que il connaît bien le système de Saint-Louis, avec un gars qui a connu les hauts et les bas de séries éliminatoires et les championnats, que je fais jouer avec Robert Thomas, le jeune joueur de centre des Blues de Saint-Louis, qui est un prospect très intéressant du côté de Saint-Louis et en qui on croit beaucoup. Il a déjà eu des meilleures saisons par le passé, mais c'est pas grave, il est jeune, il peut se reprendre cette année. Alors 12 points en 33 matchs l'année passée, lui c'était une blessure au pouce, si je fais pas erreur dans le cas de Robert Thomas. Là. De mémoire, en tout cas, il me semble que c'était une blessure au pouce. Ouais, je ne l'ai pas marqué, mais de mémoire, il me semble que c'était ça. Il me semble que c'était une blessure au pouce. Enfin bref. Sinon, on a sur la troisième ligne. Sur la troisième ligne, on a Kostitin, Klim Kostitin, que je vous ai parlé tantôt. Kostin, dit bien, et non Kostitin. Kostin, lui, c'est un joueur qui avait déjà connu des bonnes saisons dans la Ligue américaine, un joueur à caractère offensif qui peut être un bon compteur. 18 points en 43 matchs l'année passée dans la KHL. C'est difficile généralement pour les plus jeunes dans la KHL de faire beaucoup de points, d'avoir un gros rendement. Que je joue à Brennan Shen, 36 points en 56 matchs l'année passée. Certes, sur un point de vue des points, Shen est plus intéressant que Robert Thomas, mais Robert Thomas est un joueur qui est un joueur à qualité offensive puis qui est jeune. Donc moi, je pense que ça vaut la peine de le faire jouer avec, comme je vous ai dit, les gars d'expérience comme Sad Tarasenko. Ça vaut la peine de bien l'entourer. Et là où ça devient vraiment très intéressant, c'est l'acquisition de Buchnevich qu'on a ici. 48 points en 54 matchs l'année passée. Buchnevich, c'est un gars qui peut facilement être dans ton top 6.
Alors, puis il est capable de jouer sur les deux ailes. Alors, il n'y a personne qui est en sécurité dans ce top 6-là, au niveau des ailes en tout cas. Il n'y a personne qui est en sécurité à cause de lui, Buchnevich. Buchnevich pourrait très bien, si disons Kirou a la gaine de la deuxième saison, ben, il pourrait très bien remplacer Kirou. Si mettons Tarasenko qui est toujours irrégulier, il déçoit encore cette année, il pourrait remplacer Tarasenko. Si mettons Sad s'adapte mal à sa nouvelle organisation, il peut remplacer Sad. Perron, c'est quand même assez difficile, mais malgré que si Perron a une saison vraiment très difficile cette année, moi j'aimerais très bien avoir un Buchnevich à la gauche ici de Brian O'Reilly. Là. C'est un joueur honnêtement qui est capable d'apporter une dimension physique et rapide. Puis ça, je pense que c'est super intéressant avec un côté qui est un côté offensif qui peut être très utile dans un top 6. Donc moi je le mets au niveau de mon troisième trio, mais c'est vraiment pas coulé dans le béton. Si on a besoin d'un allié dans mon top 6, c'est clair que c'est lui que je vais monter. S'il y a un allié qui est décevant ou qui se blesse, j'en ai un pour le remplacer. Par la suite, au niveau du quatrième trio, on a fait l'acquisition de Logan Brown des Sénateurs d'Ottawa en échange de Sanford, mais dans le cas de Sanford, il avait connu une saison plutôt difficile l'année passée. Fait que bref, Sanford, c'est un gars peut-être de 30-40 points dans ces eaux-là. Logan Brown, lui, c'est un jeune, fait que on va voir. C'était quand même un espoir qui avait quand même des bonnes attentes, pas des hautes, mais des bonnes attentes à Ottawa. Ça n'a peut-être jamais réussi à s'établir complètement avec les Sénateurs. Fait que là, on va lui donner une chance ici à Saint-Louis. Que je joué avec Tyler Bozak qui a 17 points en 31 matchs l'année passée et Barbachev 12 points en 48 matchs, clairement des joueurs de profondeur. Par la suite, au niveau du coach, j'y vais avec Clifford et McEachern. On y va avec les défenseurs. Au niveau des défenseurs, je pense qu'honnêtement, les paires de défenseurs sont assez connus d'avance, donc je pense pas que je vais vous surprendre avec aucune des sélections ici. La première paire, Torrey Krug est le meilleur défenseur à caractère offensif. Fait que Torrey Krug sur ma première paire, 32 points en 51 matchs l'année passée. Justin Falk en termes de première paire aussi, 25 points en 56 matchs l'année passée. C'est deux gars qui se connaissent. Je ne vous dis pas qu'ils se connaissent bien, ça fait pas 10 ans qu'ils jouent ensemble, mais quand même, c'est deux gars qui se connaissent. Puis je pense que ça donne quand même une première paire qui a du sens. Au niveau par la suite de Marco Scandella sur la deuxième paire, 9 points en 49 matchs que je fais jouer à Parayko, 12 points en 32 matchs. J'ai de la misère un peu à me dire que Scandella c'est un top 4. Fait que je vis avec, je pense que c'est à peu près ça qui est pressenti comme étant la deuxième paire à Saint-Louis cette année. Mais je suis pas certain à 100% que c'est un gars qui devrait être dans un top 4. Au niveau de la troisième paire, j'y vais avec Mikola, 3 matchs, 30 points. 30 points? 3 matchs, 30 points, hein? 30 matchs, 3 points l'année passée, Mikola. Et Bertuzzo, 5 points en 40 matchs l'année passée. Un défenseur qui est capable de frapper très fort. C'est des défenseurs de profondeur. Et on a One Man qui pourrait challenger un gars comme Mikola si, mettons, ça ne fonctionne pas. Il pourrait à ce moment-là prendre la place de quelqu'un. Bertuzzo, ça m'étonnerait, mais bon, sait-on jamais. Parce qu'il amène quand même une certaine dynamique physique que les autres ont peut-être moins porté à amener. Au niveau des gardiens de but, ben là, on revient avec Bennington puis Husso. Mais dans le cas de Bennington, je commence à me poser la question, est-ce que les séries sont faites pour lui? Tout simplement. Je comprends bien qu'il a déjà gagné une Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis, sauf qu'il a l'air d'avoir de la difficulté en séries éliminatoires. Ça, c'est quoi que j'aime peut-être moins. Alors, Bennington, 42 matchs l'année passée, 2,65, 910, ce qui est quand même pas mauvais. C'est un pourcentage d'arrêt qui a bien du sens. Et Ville Husso, 17 matchs, 3,21, 893. C'est plus difficile dans son cas à lui. C'est un tandem de gardien de but qui, je pense, qu'en saison régulière, peut tenir la route. Mais je pense que quand on commence à avoir trop de pression, je suis pas certain qu'ils sont vraiment capables. Husso, en série, je ne m'essayerais même pas. D'ailleurs, Greg Berube ne l'a même pas essayé, même s'il a été lavé en 4 matchs contre l'Avalanche du Colorado. Là. Mais c'est ça. Bennington, il faut qu'il ait l'aide des gars en avant de lui. Bennington, c'est un gars qui a une attitude un peu négative. Il aime ça narguer des personnes puis chercher le trouble un peu. Donc, des fois, c'est peut-être un peu compliqué là, pour avoir une unité en avant d'une personne qui n'est pas nécessairement une personne des plus agréables. Tandis qu'un joueur qui est très agréable, généralement, l'équipe en avant de lui va être prêt à se sacrifier pour s'assurer qu'il garde son poste. Fait que, vous comprenez un peu ma logique. Fait que les Blues de Saint-Louis, honnêtement, ont fait des acquisitions qui sont assez intéressantes. Je pense que l'addition d'un gars comme Sad pour son expérience et tout ça, c'est hyper intéressant pour des plus jeunes, comme exemple. Même si c'est pas Thomas, mettons que c'est Kirou, c'est super intéressant qu'il puisse comme imprégner de son expérience des jeunes comme ça. Buchnevich est un gars qui peut amener un rendement offensif hyper intéressant, puis à ce moment-là, rentrer dans le top 6 pour challenger les gars du top 6. Fait que je pense qu'on a fait quand même des belles acquisitions. La perte de Pietrangelo se fait toujours ressentir et ça, je pense que il faut qu'il vive avec tout simplement. Fait que cette organisation-là, d'après moi, devrait être capable de rentrer en série encore une fois cette année. C'est ma prévision pour ce qui est des Blues de Saint-Louis. Alors c'était ça pour ce qui est de mon preview des Blues de Saint-Louis. Si jamais vous ne pensez pas comme moi, vous avez une opinion, peu importe, faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, on y fait un petit j'aime. Également, on n'oublie pas de la partager pour un genre de hockey avec un maximum de hockey fans possible. On s'abonne à la chaîne YouTube et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2021-2022. On a fait plus qu'à la moitié de la ligue, guys. On lâche pas! Ok, merci pour votre temps d'écoute. On se revoit. Bye!